Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être encore avec nous sur Teler TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Modeste Boukadia, président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Au menu de notre entretien, l'actualité économique et politique du Congo-Brazzaville. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour, Monsieur Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. Comment En tout cas, c'est un... allez-vous? Très bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Absolument. Avec un temps formidable. En tout cas, merci d'avoir encore accepté notre invitation. Monsieur Boukadia, qui depuis un certain temps, curieusement, on vous a surnommé, j'allais dire, Fantomas. Et quand j'ai dit ça, est-ce que vous avez une idée sur ce personnage de fiction français? Vous vous reconnaissez dans son rôle? J'ai suivi presque la série justement de Fantomas. Déjà quand j'étais au Congo, même quand je suis venu en France, je l'ai suivi, qui met en exergue un homme extraordinaire, fantasque, qu'on n'arrive jamais à cerner ni à attraper, qui est en avance de son temps. Et il y a le commissaire, je crois, incarné par Louis de Funès, qui est toujours à sa recherche. Et c'est le seul qui est capable de mettre la main dessus, quoi qu'il n'arrive jamais. Alors donc, on est rassuré que la source qui nous a passé l'information est une source fiable. Merci. Et on va le comprendre tout à l'heure, le pourquoi. Depuis un certain temps, votre ombre, je vais dire ça comme ça, a été aperçue, si ce n'est pas au Congo, dans les environs, donc les pays frontaliers, où on parle du Gabon, on parle de la RCA, on parle de l'Angola, et certains nous disent que vous étiez au Congo-Brazzaville, et notamment, vous auriez pu tenir une conférence de presse à Pointe-Noire. Est-ce qu'on peut comprendre avec vous si c'est vrai? Vous savez, je cesse de le dire. Je suis un républicain et je suis un démocrate. Et il est tout à fait normal, en tant que républicain démocrate, qui m'occupe sur le sort des Congolais pour que les choses s'arrangent, se résolvent de manière calme, que je puisse me déplacer. C'est évident que tout homme politique est censé de se déplacer. Et en tant qu'homme politique, effectivement, je me déplace. Mais pourtant, vous avez apparemment eu l'interdiction d'entrer dans le territoire congolais, c'est cela? Je ne pense pas avoir reçu une information dans ce sens-là que je suis interdit de séjour au Congo-Brazzaville. Et pour quelle raison? Je serai interdit d'entrer dans mon pays natal où les Congolais, où chaque responsable politique doit mettre la main à la pâte pour que nous arrivions à trouver une solution paisible. Je disais Monsieur Boukadia, je suis tenté de savoir, à l'instant où je suis en train de m'entretenir avec vous, où êtes-vous exactement? En France ou ailleurs? C'est une indiscrétion? Je suis avec vous, M. Perrin. Je suis avec vous. Et donc, je suis avec le peuple congolais. Mais soyez rassurés que je suis avec vous. Merci, puisque vous êtes avec nous. Alors, évidemment, il y a une conférence de presse qui était, je crois, initiée. Je ne sais pas si c'est vous-même qui l'avez demandé ou vos partisans qui préparaient une conférence de presse à Pointe-Noire que vous devriez normalement animer. Et cette conférence de presse, je crois, a été finalement interdite. Et les services secrets se sont mis à vous chercher un peu partout, dans le Mayombe, c'est ce qu'on nous a rapporté, et un peu dans les pays frontaliers, comme je l'ai dit d'entre deux jeux. En quoi consistait évidemment cette conférence de presse? L'objectif, c'était quoi? Annoncer le dialogue, l'insurrection populaire ou la conférence internationale? Écoutez, effectivement, il y a eu la possibilité d'organiser une conférence de presse le 29 septembre dernier, conférence de presse à laquelle je devais participer, qui avait pour
objet de traiter de la table ronde et de ses implications dans le changement, dans l'apaisement du pays, où j'allais effectivement développer aux Congolais le concept, la vision du compromis historique politique qui va nous permettre d'amener le pays vers la paix, vers l'apaisement, en disant que le Congo aujourd'hui a montré le côté le plus sombre de son histoire. Parce qu'effectivement, quand on regarde le Congo à partir de la conférence nationale souveraine de février 1991, nous avons eu deux pouvoirs, deux présidences. Et ces deux présidences nous ont montré le côté le plus noir de la République du Congo. C'est-à-dire que nous pensions que les Congolais étaient des compatriotes, des parents, des frères, des amis. Et lorsque nous nous marions, que c'était des alliances de famille. Mais au regard de ce qui s'est passé à l'issue de la conférence nationale souveraine, on s'est rendu compte que le Congo était devenu comme un tremblement de terre qui a fait sortir du tréfonds tout ce qu'il y a de plus noir, de plus vil dans l'être humain, c'est-à-dire dans le Congolais. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous pensions que ce qui est arrivé, qui est venu au Congo, s'il y a quelqu'un qui venait, il ne pourrait pas faire pire. Parce qu'effectivement, quand on regarde au nord, quand on regarde au sud, tout le monde se trouve dans la même situation. Et cela veut dire que vous avez dit si quelqu'un venait, il ne pourra pas faire pire. Ça veut dire que le Congo est dans le pire maintenant, c'est cela. C'est ce que je dis. Vous voyez, quand nous sommes sortis de la conférence nationale souveraine, au-delà de la manière dont cette conférence s'est tenue, on avait espoir que nous allions développer notre pays. Or, les deux pouvoirs qui se sont succédés ne nous ont pas entraînés vers voie du développement. Aujourd'hui, il y a des personnes, des compatriotes, qui n'arrivent même pas à avoir un billet de 500 francs CFA pour s'acheter des médicaments. Des gens meurent parce qu'ils n'ont pas 500 francs français. Congolais. Vous voyez ce que ça veut dire? Alors que le Congo est un pays immensément riche. Le Congo est plus riche que la France. Le Congo est plus riche que certains pays. Et aujourd'hui, il y a des compatriotes qui meurent parce qu'ils n'ont pas 500 francs CFA. Il y a des jeunes qui sont laissés à l'abandon. Il y a des jeunes qui ont fait des études à l'étranger, donc qui n'ont pas eu la possibilité de retirer leur diplôme parce que l'État n'a pas payé les frais inhérents à leur scolarité. Voilà pourquoi. Oui, mais monsieur Boukadia, tout à l'heure, vous avez dit que le Congo est dans le pire et vous êtes en train même, d'ailleurs, je vous ai entendu dire, le Congo est pourtant immensement riche, mais avec une population très pauvre. On va y revenir pour comprendre le paradoxe lorsqu'on abordera, bien entendu, le volet économique avec les révélations des Pandora Papers. Mais dans un premier temps, je vous posais la question de savoir... J'étais sur la conférence de presse qui finalement a été annulée. Quelles sont les raisons qui ont conduit à l'annulation de cette conférence? Mais écoutez, les raisons évoquées par les autorités locales et notamment par le commandant de zone, le colonel Olesengo, il ne souhaitait pas que Pointe-Noire tombe. Alors j'étais abasourdi d'apprendre... Que Pointe-Noire tombe, cela veut dire quoi? Il y a une guerre entre vous déjà? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'étais étonné que des autorités politiques et militaires du Congo qui sont dans une localité donnée, c'est-à-dire
dans le Kwilu, et dans la ville de Pointe-Noire, disent qu'il faut annuler cette conférence de presse que devait animer ou devait participer le président du CDRC. Il faut l'annuler, sinon Pointe-Noire risque de tomber. Ça veut dire que dans la tête de ces responsables politiques et militaires, ils sont dans un pays conquis, dans un pays qui est mis sous cloche parce qu'ils ne se considèrent pas comme concitoyens congolais, mais ils se considèrent comme des étrangers. Parce que pour un militaire, utiliser le terme de « il ne faut pas que Pointe-Noire tombe », c'est l'équivalent « il ne faut pas que Paris tombe ». Il ne faut pas que Paris brûle. C'est ça ce que ça veut dire. Qu'en réalité, dans le fonctionnement de ce que je considère moi, en tout cas je le considère comme ça, comme étant mes compatriotes, eux ils se considèrent comme étant des envahisseurs. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est malheureux parce que le commandant de zone que je connais, qui était à la maison d'arrêt le jour où j'ai été amené là-bas, le 15 janvier 2016, il faisait partie de ceux qui m'ont accueilli en me souhaitant la bienvenue à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Je le considérais comme un homme donc instruit. Mais dire, alors que ce général-là connaît à peu près mes relations que j'ai à l'extérieur. Il sait que je suis un homme civilisé. Donc, je ne m'engage pas dans la voie de la confrontation. Puisque je suis démocrate, je m'exprime donc en démocrate par la voie d'une conférence de presse. Et encore, nous avons poussé le fait que nous devons demander l'autorisation. Vous voyez, une conférence de presse, ce n'est pas un meeting. Mais une conférence de presse, il faut demander l'autorisation. Effectivement, la préfecture de Pointe-Noire, dans son document, qui est quand même très ambigu, parce que le début du document prouve que la conférence de presse est accordée. Et curieusement, à la dernière ligne, dans un français que je n'arrive même pas à comprendre, ils disent que la conférence de presse est annulée. Parce que je ne sais pas s'il se réfère au meeting du président du CDRC en 2013, qui avait mobilisé, qui avait paralysé la ville de Pointe-Noire. Parce qu'ils savent que le discours de l'Union nationale que je propose est bien accepté dans le Congo et singulièrement dans la ville de Pointe-Noire. Donc, je peux dire, bon, mais dans tous les cas, je peux dire au général Onesengo qu'il a beau faire, la ville de Pointe-Noire est déjà tombée. C'est vous qui le dites, Monsieur Bougadia, mais qu'en est-il de vos partisans qui ont été, je ne sais pas si il faut employer ce terme, interpellés ou arrêtés ou gardés à vue ils ont été en garde à vue pendant 24 heures et le président de la République a donné instruction pour qu'on les libère parce qu'il ne voulait pas avoir de problème avec ce monsieur-là, c'est-à-dire M. Bougadia. Et donc aujourd'hui, ils sont libres. Et non, ils sont libres depuis le 30 septembre, puisqu'ils avaient été appréhendés le 29, et ils ont été libérés le 30. On va parler donc de l'économie, puisque tout à l'heure, vous étiez en train de dire que le Congo était un pays immensement riche, mais une population très pauvre. Et dans les semaines qui viennent de passer, le monde entier apprenait d'ailleurs avec stupéfaction les révélations qui ont été faites par le consortium international des journalistes d'investigation sous le nom de code Pandora Papers. Et dans ce rapport, le nom de Denis Sassou Nguesso avait été cité comme quelqu'un qui aurait détenu pendant près de 20 ans, c'est ce qui est écrit, une société offshore aux îles Vierges britanniques avec un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, c'est quand même beaucoup, près de 100 milliards de francs CFA annuels. Et quand vous avez appris cette nouvelle, quelle a été votre première réaction? Écoutez, j'ai suivi l'émission Cash Investigation et j'étais très malheureux parce que je pensais que M. Sassou, qui était issu du PCT,
un président, un parti créé par le commandant Mariam Ngouabi, qui disait tout pour le peuple et rien pour le peuple. Alors je me suis dit, mais ce tout pour le peuple là, c'est qui finalement? Au-delà du fait d'avoir été surpris, alors que j'ai connu M. Sassou, comme tout le monde, avant la conférence nationale. M. Sassou, apparemment, n'a jamais volé, puisque cette question n'avait jamais été posée à la conférence nationale. On n'avait jamais dit que M. Sassou avait volé. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on découvre qu'il a des biens cachés par ici, par là? C'est pour moi une grande interrogation. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, comme je sais que cette situation-là a été connue des grandes puissances, telles que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou la Chine, mais ils l'ont quand même laissé avoir accès à l'endettement, à l'aide internationale, notamment au FMI, pour endetter davantage le Congo, alors que le Congo est suffisamment riche. Si le Congo n'était pas suffisamment riche, nous n'aurions pas appris tout ça. C'est pour ça que je pense que lorsque des documents comme ça sortent, M. Sassou, en bon politique, avéré, il sait ce que ça veut dire, qu'il ne peut plus compter sur les relations internationales. Ça veut dire que les relations internationales sont fatiguées. Sinon, on ne l'aurait pas exposé à ce point. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la situation des Congolais, des Congolaises et des Congolais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comment se fait-il qu'un pays aussi riche, où le pétrole coule dans les veines de tous les Congolais, où le fleuve Congo coule dans les veines de tous les Congolais, où la forêt équatoriale s'élance dans les veines des Congolais, où l'uranium, où le coltan, où le zinc, où le manganèse, où la terre fertile, où les crevettes du Niari sont la propriété du Congo, comment se fait-il que ces Congolais-là souffrent? C'est cette souffrance-là qui m'interpelle, à laquelle j'appelle tous les Congolais à s'asseoir. C'était la raison de la conférence de presse, autour d'une table pour que nous prenions une décision définitive qui permette à ce que le cataclysme, le tremblement de terre qu'il y a eu à l'issue de la conférence nationale souveraine, nous formions presque ce qu'on appelle les plaques tectoniques, c'est-à-dire quand il y a des tremblements de terre, il y a déplacement des plaques de la terre et qui doit se retrouver pour avoir une position claire. C'est à ce moment-là que j'ai dit, aujourd'hui, le pouvoir de M. Sassou, comme je l'entends par ici, par là, que c'est le pouvoir d'embaucher. M. Koliné Makosso, il n'est pas embauché. M. Mvouba, il n'est pas embauché. Ça veut dire que c'est un pouvoir d'un système qui ne pense pas à la population. Et aujourd'hui, nous devons être clairs là-dessus. Même si nous organisons des élections libres et transparentes, M. Sassou ne le permettra pas. Alors, que faut-il? C'est la solution que je propose. Je dis ceci, asseyons-nous autour de la table et prenons un compromis historique politique. Je sais que ça fait mal aux gens d'entendre que M. Sassou doit rester président de la République. Vous savez, son désir. Non, mais si j'ai bien compris, donc la table ronde que vous proposez, c'est pour maintenir Denis Sassou Nguesso président du Congo-Brazzaville, c'est cela? Je dis ceci, que nous devons aller vers un compromis politique historique que nous avons eu au moment de la conférence nationale souveraine. Monsieur Sassou, comme c'est un
apôtre de la paix, qu'il s'occupe de la paix, mais qu'il y ait un premier ministre, chef de gouvernement, pleinement élu par la classe politique entière, pour Mais qu'il ait pourtant, la latitude. c'est bien ce qui s'est fait, c'est ce compromis qu'on avait trouvé à la conférence nationale. De toute façon, il n'avait jamais été poursuivi pour ses crimes. On lui a laissé la liberté, il était libre, mais malheureusement, ça n'a pas tardé, il est revenu par les armes. Comment voulez-vous qu'on reprenne les mêmes... Non, monsieur Perrin, aujourd'hui, vous savez, la situation a changé. Aujourd'hui, Elle a la changé en situation... quoi exactement? Qu'est-ce qui a changé exactement? Vous pensez qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui prend les armes, ceux qui prennent les armes vont gagner? Si aujourd'hui, je prends l'exemple de M. Sassou. Si M. Sassou dit il prend les armes pour se faire un coup d'État, le premier à mourir, ce sera lui. Donc, je pense qu'à l'âge qu'il a, il ne peut plus se permettre d'aller dans une confrontation parce qu'il sera pas avec. Et ce n'est pas ma voie. Non, mais ce n'est jamais lui qui est sur le terrain. De toute façon, lui, il envoie les hommes. Et on apprend d'ailleurs qu'il continue à acheter les armes. Et vous dites qu'il n'est pas capable d'opérer encore un coup de force. Qu'est-ce qui vous rassure? Si aujourd'hui, M. Sassou prend les armes, il en subira les conséquences, tout comme sa famille, tout comme ses généraux. Et aujourd'hui, la voie humaniste qui s'impose à tout un chacun, c'est celui de l'apaisement, de la négociation. Vous savez, ce sont les politiques qui décident la guerre. Ce ne sont jamais les militaires. J'ai dit à M. Sassou de devenir politique, qu'il cesse d'être militaire. Mais à la fin, c'est toujours les politiques qui déclarent la fin de la guerre. Il y a beaucoup d'exemples ces derniers temps. Donc moi, je pense que M. Sassou a des amis en Europe, en France, même s'il ne fait plus crédit à la France, il doit faire crédit à ses amis. Ses amis qui doivent le rassurer que la proposition que je fais n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un leurre. Moi, je suis un homme de parole. J'ai une parole d'honneur. Je n'ai jamais failli à ma signature. Donc, il ne faudrait pas que les gens me jugent par rapport à leur comportement de dire, mais est-ce que ce qu'il dit, il va le faire? Et quand vous dites les gens, M. Bougadia, à qui faites-vous allusion exactement? Au peuple congolais ou vous vous adressez à Denis Sassou Nguesso, à ses partisans? Moi, je suis en train de... Vous savez, quand on parle, il y a des retours. Quand je suis dans vos émissions ou dans les émissions de vos confrères, il y a des retours. Évidemment, ma question, c'est de savoir à qui vous vous adressez exactement. Est-ce à la population congolaise ou à Denis Sassou Nguesso ou ses partisans? Quand vous dites les gens... Moi, je m'adresse au PCT. Je m'adresse au PCT. Au PCT. Donc, le PCT doit savoir que c'est lui, c'est le PCT qui maintient le peuple congolais dans une situation presque de guerre, si ce n'est de génocide national. Vous voyez, je pense que nous allons en parler parce que vous l'avez dit dans votre générique. Pourquoi prolonger un état d'urgence pour un pays dont on sait que les gens n'ont pas de salaire, les gens n'ont pas de pension, les gens pour survivre sont obligés d'aller au marché, vendre s'ils peuvent vendre. Vous savez qu'il y a des gens au Congo aujourd'hui qui peuvent avoir 1 franc, mais qui n'ont pas la capacité de s'acheter quoi que ce soit. Et on nous dit qu'ils veulent prolonger un état sanitaire. Oui, M. Bougadia, peut-être que nous y reviendrons, mais terminons d'abord avec ce volet. Vous êtes en train de dire que lorsque vous donnez votre parole, vous ne la trahissez pas et vous vous adressez là aux membres du PCT, c'est ce que vous avez dit. En conséquence, je voulais un peu savoir, lorsque vous parlez du dialogue ou de la conférence internationale, derrière cette idée, c'est quoi? Rassembler les Congolais et ceux du PCT, Denis Sassou Nguesso aussi, pour en arriver où exactement? Parce que nous savons qu'au Congo-Brazzaville, il y a eu tant de dialogues. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en a eu plein. Et au comble de tout cela, la conférence nationale, même jusque-là, Denis Sassou Nguesso n'a jamais fléchi.
on le sait. Qu'est-ce qui vous garantit que cette fois-ci, si vous l'avez avec vous, autour d'une table ronde, comme vous le dites, qu'il changera? Je dis ceci, que de toutes les façons, quand il y a des tensions dans un pays, les deux parties doivent être parties prenantes autour d'une table. Quand vous prenez ce qui s'est passé en Europe, que ce soit avec la Russie et la France, le palais de Versailles peut nous raconter beaucoup de choses, ainsi de suite. Donc, dans tous les conflits du monde, les gens se mettent autour de la table. C'est ça ce que je dis. Et aujourd'hui, je demande aux responsables politiques, c'est-à-dire tant de l'opposition que du gouvernement, vu l'état du pays. Parce que là, le pays est en état d'implosion. Je pense que tout le monde a conscience de ça. Quand des militaires ou des policiers qui n'ont rien à manger rentrent dans des cours d'école et tuent des parents, de plus des enfants, des gens qui travaillent à la préfecture de Pointe-Noire. C'est-à-dire qu'on commence à tuer les parents des cadres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que d'ici là, il va y avoir une goutte d'eau et ça va flamber. Pardonnez-moi le terme, mais c'est ainsi, c'est la réalité. C'est pour ça que je crois, vu la situation aujourd'hui, le mieux pour tout le monde. Et je redis de manière claire que moi, je ne suis pas de ceux qui trahissent leur signature. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et quand je veux faire quelque chose, je le dis. Pour que les gens ne soient pas surpris quand la chose arrive. Je ne peux pas être beaucoup plus clair que ça. Oui, vous ne pouvez pas être beaucoup plus clair, Monsieur Boukadia. Et alors, si je vous ai bien compris, le problème ici, c'est de sauver le soldat Sassou. C'est bien cela? Ce n'est pas pour sauver le soldat Sassou. Moi, je sauve les Congolais. En laissant Denis Sassou Nguesso continuer à incarner la présidence de la République. Je sauve les Congolais. Je dis ceci, Monsieur Sassou, qu'il reste président, il s'occupe de son dada, c'est-à-dire de la paix, de ses chevaux, de ses vaches, mais il laisse le gouvernement gouverner. C'est ça ce que je dis. C'est le gouvernement qui doit sauver les Congolais. Il faudrait que le gouvernement apporte des solutions pour la santé des Congolais. Alors, dans cette configuration, M. Boukadia, tout à l'heure, nous avons parlé des Pandora Papers, c'est-à-dire cette évasion fiscale. Et il est connu de tous les Congolais que dans ce système, il y a des membres aujourd'hui qui détiennent beaucoup trop d'argent qu'ils ont volé au Congo et planqué à l'extérieur. Il y a même souvent les 6 dignitaires qu'on cite qui détiennent, de par vers eux, près de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Et dernièrement, c'est le nom de Denis Sassou Nguesso qui a été cité. Vous êtes en train de dire, vous vous asseyez, c'est-à-dire autour de la table ronde, discussion, on laisse Denis Sassou Nguesso continuer à présider. OK. Et que ferez-vous, par exemple, pour rapatrier tout cet argent qui a été planqué dans les paradis fiscaux? Et une fois, je vous ai entendu dire, le problème, c'est qu'il faut faire table rase. Vous ne ravirez pas ces richesses, vous ne leur demanderez pas de rendre. Tout ce qui compte, qu'on reparte sur des nouvelles bases. C'est ce que j'ai semblé comprendre dernièrement lorsque vous parlez. Et aujourd'hui, vous reprenez que Denis Sassou Nguesso reste là, même s'il peut s'occuper de la paix, et qu'il y ait un Premier ministre qui sera chef du gouvernement, avec les pleins pouvoirs. Et vous pensez que ce schéma marchera et convient à Denis Sassou Nguesso? Moi, essentiellement, je propose. Moi, je propose. Que les autres me proposent autre chose. Moi, c'est ce que j'estime aujourd'hui légitime. Maintenant, que les autres acteurs politiques me fassent une autre proposition. Et que M. Sassou nous fasse aussi une autre proposition. Parce qu'il s'agit du Congo. Je vous le rappelle, M. Perrin. Il s'agit des Congolaises. Il s'agit, je pense que vous avez vu ces images, des jeunes filles de 10 ans qui sont obligées de se prostituer pour acheter des serviettes hygiéniques. Des filles de 10 ans. Parce que les parents sont incapables aujourd'hui,
on ne leur a plus donné la possibilité d'assumer leur fonction de parents. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas question aujourd'hui de balayer tout ce système pour redémarrer un nouveau Congo? Écoutez, vous savez, qu'est devenue la richesse de général de maréchal Mobutu? Qu'est devenue la richesse du colonel Kadhafi? Vous savez, quand il s'agit de l'argent, surtout de l'argent cédé ou déposé à des receleurs, cet argent ne revient jamais. Mais il n'y a qu'un État souverain qui est capable d'avoir de l'action de rapatriement pour cet argent-là. C'est pour ça que je trouve que c'est bien que les rapports de Pandora partent. Ça nous donne la facette où est parti l'argent. Et ça veut dire aussi que le moment venu, on saura comment le rapatrier. Mais aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas cet argent-là. Ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est de sauver les gens, c'est d'apporter des solutions à la santé des gens, c'est d'apporter des solutions de ceux qui n'arrivent pas à boucler, à se faire soigner parce qu'il leur manque un billet de 500 francs CFA. C'est ça la réalité aujourd'hui. Vous voyez, chaque jour, on entend qu'il y a des morts sur les routes parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas de formation des chauffeurs, parce qu'on leur donne des camions sans avoir les accréditations, c'est-à-dire les permis qui vont avec. C'est tous ces problèmes-là, à mon avis, qu'il faut voir. Et c'est ça ma priorité, aider les Congolais à avoir un mieux-être. Pour ce qui est des autres problèmes, il y aura le temps de la justice qui fera ce problème-là. Mais pour moi, en tant que politique, je demande, je propose que la solution que j'estime la meilleure est celle d'un compromis politique où il y aura un président, comme cela se fait en Allemagne. Vous me direz que l'Allemagne, c'est un pays qui s'est affranchi de beaucoup de choses, comme cela se fait en Israël, comme cela se fait au Maroc, comme cela se fait en Grande-Bretagne, que nous trouvions une période d'une période donnée où le président va s'occuper de la paix, c'est son dada. C'est lui qui dit qu'il aime la paix. Et je dis qu'il faut un premier ministre, chef de gouvernement, mais qui remplit pleinement les fonctions de premier ministre pour répondre aux urgences des Congolais. Quelqu'un me disait que ceux qui prônent la paix tous les jours, en réalité, sont pour la guerre. Que pensez-vous de ceux qui disent qu'on ne peut pas trouver des solutions avec ceux qui ont créé ces problèmes? Alors, je pense que il y a une certaine naïveté. J'ai dit tout à l'heure, quand il y a un conflit, quand il y a eu le conflit de la France et de l'Allemagne, les deux protagonistes se sont retrouvés. Quand il y a des conflits, quels que soient les pays, celui qui provoque le conflit et celui qui est victime de ce conflit doivent se retrouver. Vous voyez l'erreur. Oui, mais malheureusement, M. Boukadia, dans le cas du Congo, il n'y a pas un conflit. C'est un problème de rapport de force politique. Celui qui est là s'estime beaucoup plus fort politiquement et ne peut pas aussi lâcher. Non, c'est vous qui simplement dites. Parce qu'on le lui demande. Tant qu'il ne sentira pas un rapport de force ou l'inversion des rapports de force, jamais il ne cédera. M. Boukadia, vous êtes un politique, vous l'avez dit, démocrate, et vous le savez, vous connaissez bien ce principe. Vous savez, M. Perrin, pourquoi le président Lissouba a été chassé rapidement? Parce qu'il n'a pas participé aux réunions où on l'avait invité. Les absents ont toujours tort quand il s'agit de régler le problème de nation. Il y a aussi des réunions biaisées dans tous les cas. Le problème était ailleurs. Je vous le concède, mais je dis, dans un conflit tel qu'aujourd'hui, il y a un conflit entre le PCT de M. Sassou et le peuple congolais. C'est ça. Le peuple congolais n'a pas d'armes, mais si le peuple congolais décide de descendre dans la rue, il y aura certes des victimes. Et du côté de M. Sassou,
il y aura aussi des victimes, dont peut-être lui-même, ses enfants, ses arrière-petits-fils, ainsi que la famille des généraux qui l'entourent. C'est pour ça que moi, je suis en train de dire, n'allons pas dans cette voie-là. La voie qui est la meilleure que je prends, c'est celle de la table ronde. C'est ça ce que j'ai dit. Et à cette table ronde, il faudrait que j'ai bien précisé que cette situation que nous vivons est la résultante des deux pouvoirs qui sont issus de la conférence nationale souveraine. Ça veut dire que le mal est très profond. Et la seule façon d'y arriver, c'est que l'opposition tout entière, dans sa multitude, ainsi que les personnalités politiques, les confessions religieuses, les organisations syndicales, ainsi que les forces vives du pays, se prennent ce problème-là pour dire il nous faut arrêter l'hémorragie parce que le Congo, la terre du Congo, a suffisamment bu du sang des Congolais. Monsieur Boukadia, on va revenir sur les scandales financiers. Et dans ce volet, il y a également Lucien Ebata, le conseiller aux financements extérieurs de Denis Sassou Nguesso, qui a été mis en examen en France pour blanchiment des capitaux, c'est ce qui est dit dans le document, et corruption active. Il y a eu aussi le manquement à l'obligation de déclaration des capitaux. Mais curieusement, pendant qu'il était en garde à vue, l'ambassadeur congolais, c'est-à-dire l'ambassadeur du Congo à Paris, a adressé une correspondance au Quai d'Orsay demandant sa libération sous prétexte qu'il était détenteur d'un passeport diplomatique et qu'il était porteur d'un message de Denis Sassou Nguesso. Ce que je regrette, c'est la diligence de M. Adada, l'ambassadeur Rodolphe Adada, qui a écrit que M. Lucien Ebata, je sais, oui, Lucien Ebata, était détenteur d'un passeport. Je voudrais quand même que les Congolais sachent que seuls les fonctionnaires travaillant au sein du ministère des Affaires étrangères doivent détenir un passeport diplomatique. Si M. Lucien Ebata était conseiller ou est conseiller de M. Sassou, il a seulement droit à un passeport de service, tout comme tout ministre. Même M. Sassou lui-même, il n'a pas droit à un passeport diplomatique. C'est le fait qu'au Congo, le passeport diplomatique est devenu comme, pardonnez-moi, comme un chiffon que l'on donne à qui veut, jusqu'aux maîtresses, jusqu'aux enfants des maîtresses. C'est pour ça que ce passeport-là n'a plus sa validité. D'ailleurs, ça s'est vu. Si le passeport diplomatique du Congo avait tout son sens, je pense que M. Lucien Ebata n'aurait pas été interpellé. Regardez ce qui s'est passé ici en France avec l'ancien conseiller du président Macron avec les deux passeports. Il a été condamné parce que ce n'est pas n'importe qui doit détenir les passeports diplomatiques. C'est la banalisation de tout ça qui fait que aujourd'hui, les Congolais n'ont plus de crédibilité à quelque niveau que ce soit. Maintenant, la question qui était sous-entendue, je ne sais pas si c'est M. Sassou qui lui avait remis cet argent-là pour venir soutenir des candidats, puisque vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas si ça a disparu, l'habitude qu'on avait que les pontes-États africains finançaient les candidatures, les élections présidentielles en France. Nous sommes bien dans une période présidentielle, mais je ne sais pas si c'est M. Sassou qui avait, ou bien peut-être que lui-même, M. Ebata. Il doit avoir des amis. C'est un Français, je crois. Donc, il peut soutenir un candidat. Mais lequel? Je n'en sais rien. Et comme par hasard, Denis Sassou Nguesso va se retrouver donc à Abu Dhabi, aux Émirats arabes, et on nous dit que ce voyage est soldé par un fiasco. Est-ce qu'on peut penser que la situation, notamment les révélations des Pandora Papers et l'interpellation, disons la mise en examen de Lucien Ebata ont pesé dans tout cela? On nous apprend d'ailleurs qu'il n'a même pas pu retirer l'argent qu'il avait planqué
aux Émirats arabes? Je ne sais pas, j'avoue, mais une chose doit être claire dans la tête des gens. Vous savez, quand on va déposer de l'argent à des receleurs, vous ne pouvez plus le retirer. Quand vous allez déposer des devises dans des pays qui ont des monnaies qui n'ont pas cours forcé à l'international, c'est-à-dire dont leur monnaie ne sort pas, vous ne pouvez pas leur retirer parce que ces devises-là que vous déposez là-bas leur sert dans leur commerce international. La seule chose que vous pouvez faire avec les devises que vous allez mettre là-bas, c'est d'acheter des produits de ce pays-là et d'aller les vendre dans votre pays. C'est ce qui s'est passé avec la Chine. Quand beaucoup de ministres voulaient retirer des liquidités dans les banques chinoises, on leur avait proposé d'acheter plutôt des marchandises chinoises et de les vendre au Congo parce que les devises ne sortent pas. Donc, tous ceux qui ont fait des études économiques avancées le savent. C'est pour ça que je ne comprends pas cette maladie des Congolais d'avoir mis, de prendre des dollars ou des euros et d'aller les planquer dans des banques offshore. Ils savent que ça ne va pas sortir. On vous donne des cartes pour que vous puissiez le dépenser, mais vous ne pouvez pas retirer de l'argent. Voilà. Alors parlons donc du Fonds monétaire international, les négociations avec le Congo, Brazzaville. Ces conclusions révèlent que finalement, ça a été, disons, un nouveau rejet du dossier congolais. C'est vrai qu'en perspective, il y a la reprise des négociations. Qu'est-ce qui peut expliquer cela alors que dans la sous-région, je parle du Gabon, Cameroun et d'autres pays, sont déjà actuellement presque à la 3e phase de crédit accordée par le FMI. Le Congo peine à conclure, sinon à finaliser même le premier accord. Écoutez, bon, si on voit l'historique, vous savez, l'ancien Premier ministre, M. Clément Mwanda, lui-même avait rédigé 48 mesures qu'il avait proposées au FMI et que le FMI avait validé. Mais il n'y a eu aucune ombre du début de concrétisation ou d'application de ces mesures. Donc, parfois, la faute, il ne faut pas la trouver ailleurs. Mais j'aimerais que les Congolais comprennent, parce que quand les Congolais reçoivent un petit pécule du FMI, ils se mettent à danser, à boire du champagne. Le FMI, vous savez ce que c'est que le FMI? C'est essentiellement, vous voyez, au Congo, quand un père de famille qui gagne 80 000 dépense son argent ailleurs dans la boisson, il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un bailleur de fonds à qui il emprunte de l'argent. Et le bailleur de fonds, gentil, il se frotte les mains, eh bien, il lui avance, il lui prête de l'argent. S'il demande 100 000, 200 000, le bailleur de fonds le lui donne. Mais il dit l'intérêt de 40%. Donc, quand on va emprunter de l'argent au FMI, il faut que les Congolais sachent que l'argent du FMI, on le paye. Il y a des intérêts. Et ce sont les Congolais, ce sont les enfants des Congolais, ce sont les petits-enfants des Congolais qui vont payer cette dette-là. Donc, il ne faut pas que les gens se frottent les mains quand le FMI leur donne un pécule. Moi, je suis heureux que le FMI refuse, parce que ça va être un endettement de moi. Et je rappelle de manière claire, il n'y a jamais un surendetté, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de dettes, qui finit sa dette en allant s'endetter davantage. Ça n'existe pas. Pour finir avec l'endettement, il faut que le Congolais retrouve le chemin de l'investissement, de la création des entreprises au Congo. Pour que les Congolais travaillent. Ça va être difficile, mais c'est la seule voie. Ou alors, je donne un conseil à M. Sassou, qu'il déclare officiellement la faillite du Congo. Il déclare la faillite. Et la suite, ça sera quoi? Ben, il n'y aura plus d'endettement. Qu'il déclare la faillite. Alors, d'autant plus que vous venez de me dire qu'il y a beaucoup de ministres qui ont de l'argent dans des paradis fiscaux. Ben, les gens vont dire,
faillite frauduleuse. C'est une faillite frauduleuse. Parce que le Congo a de l'argent, mais il va s'endetter. En fait, le PCT et son pouvoir ont mis en place les conditions d'une faillite frauduleuse. Mais il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Ils déclarent une faillite, l'État congolais est en faillite. À ce moment-là, on efface toutes les dettes. Mais ça veut dire que le Congo ne sera plus l'ami des institutions financières. C'est pour ça que je reviens, que M. Sassou s'occupe de sa paix, de ses chevaux, de ses bœufs et de ses vaches, et qu'il y ait un gouvernement d'union nationale qui va s'attaquer à bras le corps de ce problème-là. L'argent, on sait où le trouver. J'espère que ce n'est pas un appel de pied que vous faites là. Non, ce n'est pas dans mes habitudes. Merci. On revient donc sur la santé, puisque vous avez déjà amorcé. Il y a donc la reconduction, sinon la prolongation de l'état d'urgence sanitaire au Congo-Brazzaville face, bien entendu, au variant Delta. Et dans cette reconduction, il y a également des nouvelles mesures qui ont été annoncées, des mesures barrières. Et parmi ces mesures, on peut noter la vaccination obligatoire, puisque d'ici au 1er novembre prochain, plus un seul Congolais ne pourra avoir accès à certains services publics et même les transports en commun sans présentation préalable de certificat vaccinal. Donc, on peut parler d'un pass sanitaire version Congo-Brazzaville. Vous savez, ce qui est révoltant, c'est de faire du copier-coller. Et moi, je me souviens, quand on était à l'école primaire, il y a des gens qui copiaient, mais qui savaient copier. Alors, un gouvernement, un pouvoir aux abois pour maintenir en prison le peuple congolais, on invente des tas de choses. Moi, je veux bien que le pouvoir du Congo copie. Mais pourquoi il ne copie pas le Sénégal? Pourquoi il copie la France? Vous pensez que tout ce qui se fait en France, c'est bien? Les gens ne voient pas qu'il y a des gens qui manifestent? Moi, je veux bien que le gouvernement du Congo copie, mais qu'il copie le Sénégal. C'est un pays africain. Il ne faut pas avoir honte de copier un pays africain où on soigne les gens au lieu d'obliger déjà que les Congolais n'arrivent pas à s'exprimer, n'ont pas la liberté de parler, n'ont pas la liberté de penser, n'ont pas la liberté de manifester. Et on leur dit, je vous ai mis en prison et je vous remets dans des cellules d'isolement. Vous savez, quand on est en prison, quand vous êtes récalcitrant, on vous met dans une cellule d'isolement. Et là, M. Sassou, le gouvernement du PCT, mais après avoir mis les Congolais en prison à ciel ouvert, est en train de créer maintenant des cellules d'isolement. N'allez pas voir votre copain. Et pourtant, il y a au Congo, je vois bien, il y a des bus ou des cars qu'on nomme là-bas les mal à l'aise. Je pense que vous êtes au courant. Où les gens s'agglutinent comme des sardines en boîte, mais ils n'ont pas de masque. Ils n'ont aucune possibilité d'avoir des gestes barrières. Alors, pourquoi on laisse les bus nommés mal à l'aise fonctionner et pendant ce temps-là, on dit, on confine, on met les Congolais dans des cellules d'isolement. Tout ceci, j'entends bien, c'est qu'ils font ça pour que les Congolais ne sortent pas. Mais vous savez, il y a une limite. Mais je ne souhaite pas que cette limite soit atteinte. Parce que si cette limite est atteinte, ce serait très, très, très compliqué. Je continue donc de dire que ces mesures-là, ce sont les mesures françaises qui ne nous concernent pas. Vous savez, en France, on a interdit aux médecins de soigner. On a autorisé aux médecins de piquer. Les médecins ne soignent plus. Les médecins piquent. Mais lorsqu'on fait des études de sciences, moi j'ai fait l'immunologie à l'université de Créteil. Et mon directeur, c'était le professeur Pascal Lissouba. Vous comprenez? Nous avons eu une rigueur scientifique. En France, qui est le berceau presque de la science, on a interdit aux médecins de soigner. On leur a dit, vous êtes des médecins, vous piquez les gens, sans avoir même à chercher peut-être qu'on pouvait soigner. Parce que les soins, c'est un tâtonnement au départ, avant d'arriver à des produits qui réagissent convenablement. Mais au lieu de ça, on a demandé aux médecins de ne plus être des médecins, mais d'être des piqueurs. C'est pour ça que je dis, il n'est pas bon de copier ce qui n'est pas copiable.
si on a vraiment besoin que les Congolais soient rassurés, il faut qu'ils copient la méthode du Sénégal. Et ce qui est curieux d'ailleurs dans cette affaire, c'est que le Congo présente un taux de guérison de 95% selon les chiffres bien sûr officiels. Et lorsqu'on regarde les statistiques, les toutes dernières bien entendu, on se pose la question pourquoi donc l'obligation vaccinale et pourquoi ces mesures aussi drastiques contre la population et la reconduction d'ailleurs du couvre-feu de 20h à 5h du matin. Le pouvoir a peur que les Congolais, fatigués, traumatisés, violés, abandonnés, se révoltent. Mais cela ne veut pas dire que la vindicte populaire est là. Contrairement à ce que pensait le général Olesengo, le commandant de zone de Pointe-Noire. Il pensait que la conférence de presse que j'allais animer servirait de déclencheur de la vindicte populaire ou de l'insurrection populaire. C'est ce qu'il pensait. Alors que l'objectif était autre. C'est pour ça que je redis, pour éviter ce désagrément dont ils ont peur, c'est-à-dire la vindicte populaire et l'insurrection populaire, c'est de laisser les Congolais vivre dans la pauvreté, mais avec cette liberté d'aller voir les parents. Vous vous rendez compte d'un pays qui a interdit le mariage? Un pays qui dit vous ne vous mariez plus parce qu'ils ont peur que les gens en se retrouvant dans une cérémonie de mariage, ils vont se parler pour faire passer le message de vindicte populaire. Un pays où on interdit aux gens de ne plus se marier, mais on interdit seulement la populace de ne pas se marier. Mais eux-mêmes, on voit les vidéos, ils se marient. Donc, je crois que la raison fondamentale de ce que vous venez de dire, c'est la peur. Et en même temps, je peux vous le dire, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de savoir que la fin est là, mais ils font tout pour la retarder. Mais ils ont beau la retarder, la fin sera. Et je redis ceci. La table ronde que je propose, où tout le monde doit être là, nous permettront de prendre des décisions, parce que si nous ne prenons pas ces décisions-là, il est à craindre que beaucoup de généraux connaîtront le chemin de la CPI, alors que ces choses-là peuvent se négocier politiquement. Et c'est pour quand déjà la table ronde? Ce n'est pas que c'est pour quand. Ce n'est pas la question. La question, c'est pas pour quand. En fait, c'est ma question. Moi, je suis journaliste, donc je pose des questions. C'est pour quand? C'est ça ma question. J'attends juste la réponse à cette question. Posez la question à M. Sassou. C'est lui qui a la réponse. C'est Denis Sassou Nguesso qui a la réponse. On va terminer par cette affaire d'arnaque, le Crédit Mutuel d'Afrique, CREMAF. Vous avez probablement suivi cette information. Près de 600 Congolais ont été arnaqués par, disons, un établissement de la microfinance. Et ça nous rappelle un peu, dans le passé, il y a eu cette affaire d'Umberto Brada. Est-ce qu'on peut penser qu'ici, la responsabilité incombe à l'État congolais, au gouvernement congolais, qui a permis ou qui a accrédité cette microfinance, c'est-à-dire qui n'a pas pu protéger, bien entendu, les citoyens congolais, en accréditant, bien entendu, cet établissement de la microfinance? Vous savez, en ce qui concerne la création d'une banque ou d'un crédit mutuel, c'est toujours de la responsabilité du pouvoir en place, qui doit faire des enquêtes. Si les enquêtes ont été faites, alors ça veut dire que c'est volontairement que ce système a été mis en place. Ou alors... Volontairement, c'est-à-dire pour quel but? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un pouvoir qui ordonne ou bien qui prend la décision que ce type d'établissement peut ouvrir et on se rend compte que c'est une coquille vide. C'est exactement comme une société, comment ça s'appelle, offshore, une société qui n'a que de nom, mais qui sert de passerelle pour faire évader de l'argent. Et chacun prend sa commission au passage. Ce qui me désole, c'est ça le plus grave, c'est qu'apparemment, c'est encore associé à un nom du président de la République.
Oui. Ça, c'est désolant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent dire que quand il s'agit du nom de Sassou, c'est forcément lié à quelque chose de négatif, notamment dans la malversation financière. Je crois que les gens doivent faire très attention parce que avec le temps, il va y avoir cette connotation-là. Vous ne pouvez plus nommer quelqu'un qui s'appelle Sassou parce qu'on va savoir que, vous nommez un Sassou là, il va y avoir la main noire. C'est malsain. Pourtant, dans le même temps, vous voulez bien que Denis Sassou Nguesso reste au pouvoir, qu'il soit toujours président de la République en nommant un Premier ministre. C'est par là aussi que nous allons terminer. Probablement que vous avez un mot de la fin. Vous avez quelques secondes pour cela. Monsieur Perrin, je voudrais rectifier ce que vous avez voulu glisser en douce. Je vous en prie. Ce n'est pas M. Sassou qui doit nommer le Premier ministre. C'est une élection qui doit se faire avec les partenaires, c'est-à-dire l'ensemble de la classe politique, les organisations syndicales, les personnalités politiques. M. Sassou n'a rien à voir avec la présence de ce Premier ministre-là, qui doit être chef de gouvernement, qui doit assumer les fonctions d'État. Monsieur Sassou. Lorsque vous dites ça, c'est avec l'implication de la communauté internationale ou bien c'est la conférence nationale version 2021 probablement, pourquoi pas 22. Vous savez, j'ai toujours dit que ce dialogue-là doit être sous l'égide de la communauté internationale, c'est-à-dire avec l'implication de la communauté internationale. Puisque c'est avec eux que nous allons négocier l'endettement du Congo. S'ils ne sont pas partie prenante, comment voulez-vous négocier l'endettement du Congo? C'est pour ça que je vous disais, nous savons où se trouve l'argent et nous savons comment avoir de l'argent pour régler le problème des Congolais, pour régler le problème des hôpitaux, pour régler le problème des investissements, pour appuyer la dette sociale. Voilà le plus important. Et c'est pour ça que j'appelle mes compatriotes que aujourd'hui nous avons énormément de Congolais qui ont des compétences, qui ont des expertises qui sont à l'étranger. Vous savez, ce qu'il faut voir, ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui, il souffre. Mais c'est le Congo de nos enfants et nos petits-enfants que nous devons dessiner aujourd'hui. Le Congo dans 30 ans, 40 ans. Pour ce faire, il nous faut que dès maintenant, nous prenions des décisions responsables en nous disant que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est de la responsabilité de tous les Congolais, de tous, sans exception. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, Sassou revient vite, avec le souvent nous n'arrivons plus. Ils sont aussi responsables. Il est venu et nous voilà la conséquence. C'est pour ça que... En fait, monsieur Boukadia, oui, c'est pratiquement la toute dernière question, comme on dit chez nous. Lorsque vous parlez de la conférence internationale, nous savons qu'il y a quelques jours de cela, sinon une semaine, le gouvernement congolais, par son premier ministre d'ailleurs, Anatole Kouliné-Makosso, a initié un recrutement des Congolais de la diaspora. Il y a un projet comme ça qui a été initié et je crois que la publicité passe un peu partout. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit là, en fait, une manière déguisée de vous dévancer dans votre conférence internationale, non? Vous savez, c'est un écran de fumée, ça. Hein? Ça, c'est un écran de fumée. Ils ont fait ça pour qu'on ne parle pas de Pandora peut-être. Comme ça, ils appâtent des Congolais qui sont ici. Vous savez, les Congolais qui sont ici, même s'ils gagnent 500 € par mois, ils ont des logements. Hein? Des logements, ils ont de l'électricité, ils ont de l'eau courante. Hein? Ils vont aller au Congo, mais je voudrais dire à ce monsieur dont vous avez cité le nom. Mais il y a des Congolais là-bas au pays qui ont des diplômes. Pourquoi ils ne les embauchent pas? Et pourquoi vous ne voulez pas citer son nom? Ce monsieur-là. C'est quand même le Premier ministre, non? Anatole Kouliné-Makosso. C'est vous qui le dites, ça. C'est vous qui le dites.
Moi, j'ai été clair là-dessus. Dès que le Conseil constitutionnel a détruit la République en n'annulant pas les élections. Je suis clair là-dessus. Donc, je disais qu'il y a des Congolais qui sont là-bas, qui sont des diplômés. Pourquoi ils ne les embauchent pas? Ils ne sont pas intelligents. Il n'y a qu'à Paris où il y a des Congolais intelligents. Non, à moins que ce soit une manière encore déguisée pour sortir de l'argent pour venir alimenter les candidats aux élections présidentielles françaises. Comme ça, on organise un truc comme ça, l'argent passe. Et puis, on donne à chacun les enveloppes. Non, ce qui est important aujourd'hui, c'est que je demande à tous les Congolais d'être fiers et responsables, d'aller et d'exiger vers cette rencontre extraordinaire qui va nous ouvrir les chemins, la voie de l'avenir, la voie d'être un jour admis à la table des puissants qui se dessinent. Sinon, nous n'aurons que de miettes. Et c'est la seule façon de ne plus être assis en bas de la table pour ramasser des miettes données par les fonds d'aide. Le Congo est un pays puissant, c'est un pays riche, c'est un pays qui a la possibilité de se surmonter, de se surpasser. Je demande aux Congolais de revenir tel que nous étions à l'époque du président Youlou, de Kikongangot, de Tchichele, d'Opango, de tout ce monde-là, pour que ensemble nous regardions dans la même direction, celui de l'union nationale. C'est cette union nationale-là qui nous permettra de dépasser, de telle sorte que le tremblement de terre qu'il y a eu avec les deux pouvoirs passés, nous arrivions à un système d'équilibre. C'est cet équilibre-là que je demande aux Congolais. Le temps de la justice viendra, mais aujourd'hui, c'est le temps politique, le temps pour permettre aux concitoyens, à tous les Congolais, d'avoir accès à la santé, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à l'eau, d'avoir accès à l'électricité, d'avoir accès aux routes. C'est ça le plus important aujourd'hui. Et comme je le dis toujours, nous devons rester debout, fiers. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Modeste Boukadia, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. À vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, je vais donc vous prier de partager, de liker, mais surtout aussi de s'abonner pour ne pas rater une seule édition de votre émission Droit de savoir. Je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Perrin. Merci, Monsieur Boukadia.